Après la conférence de presse du président Félix Tshisekedi, l'opposant Martin Fayulu est monté au créneau ce vendredi 8 mai 2026. Devant la presse, il a rejeté toute perspective d'un troisième mandat présidentiel, mettant en garde contre toute tentative de glissement du calendrier électoral sur fond d'insécurité persistant dans l'est du pays. Martin Fayulu appelle le peuple à barrer route à Félix Tshisekedi dans ses manœuvres de se maintenir au pouvoir au-delà de 2028. Il est à suivre dans ce journal. À l'occasion de la journée mondiale de la Croix-Rouge célébrée ce 8 mai, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a placé l'édition 2026 sous les thèmes « Unis dans l'humanité ». À Kinshasa, une conférence de presse a remplacé la traditionnelle marche populaire. Le responsable de l'organisation ont notamment alerté sur la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est du pays et appelé au respect de la protection du personnel humanitaire sur les zones de conflit. Et au Mali, les autorités militaires affirment avoir déjoué une tentative d'assassinat visant les plus hautes institutions après les attaques du 25 avril dernier à Bamako qui ont coûté la vie au général Sadio Kamara. L'armée évoque une opération complexe impliquant des véhicules kamikazes ciblant notamment le président de la transition Assimi Goïta. Dans le même contexte sécuritaire et politique tendu au Sahel, le Burkina Faso a suspendu la diffusion de TV5 Monde, une décision contestée par Reporters sans frontières qui dénonce une atteinte à la liberté de la presse. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Les développements, c'est dans ce journal. En direct d'Ibo Solo Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal. L'opposant congolais Martin Fayulu était devant la presse ce vendredi 8 mai 2026, 2 jours après la conférence de presse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Au cours de cet échange avec les professionnels de médias, le leader de l'ECD est revenu sur différentes déclarations du président de la République. Fayulu s'est opposé farouchement à un quelconque troisième mandat de Tshisekedi. Commentaire de Johnny Yombo sur les images de Fiston Mohamed. Après la conférence de presse du président Tshisekedi, l'opposant Martin Fayulu a été aussi devant la presse ce vendredi 8 mai. Cette sortie de celui qui continue à réclamer sa présidence de 2018 s'est inscrite dans un paradigme d'une réponse face aux allégations tenues par Félix Tshisekedi mercredi dernier. Face à la presse, Martin Fayulu est revenu sur la question sensible du troisième mandat présidentiel. Pour l'opposant, cette option reste hors de question. Il rappelle que la même ligne rouge avait été tracée à l'époque de Joseph Kabila. Selon lui, Félix Tshisekedi doit également se conformer aux exigences de la Constitution. Et ce peuple a décidé que jamais il y aura quelqu'un dans ce pays qui fera un troisième mandat. Alors, comment lui, il vient défier tout le peuple? Il est plus puissant que le peuple. C'est pour ça que j'ai dit à la fin de mon texte qu'il se ravise, qu'il utilise la sagesse africaine, qu'il demande à ses pasteurs ou à ses conseillers quelle attitude prendre. Le leader de l'ECD a mis un accent particulier sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Pour Fayulu, la persistance de la guerre dans l'est du pays pourrait servir de prétexte à un éventuel report des élections généralement prévues en 2018. Tshisekedi dit qu'on ne peut pas faire les élections sans les Nord Kivu et les Sud de Kivu. Mais en 2023, il a organisé les élections frauduleuses sans certaines parties de la République. Bon, mais les référendums qu'il compte organiser avec ses professeurs de droit constitutionnel, il va le faire comment? Il va le faire sans les Nord Kivu, sans les Sud Kivu et même l'Ituri. C'est pour cela que nous disons qu'il y a des priorités. Pour Martin Fayulu, les déclarations du chef de l'État lors de sa conférence de presse du 6 mai traduisent une volonté de se maintenir au pouvoir à tout prix.
Les fronts politiques se mobilisent derrière le commandant suprême. À la suite des récentes orientations sécuritaires déclinées par Félix Tshisekedi mercredi 6 mai 2026, l'acteur politique Willy Michiki est monté au créneau pour appuyer les options levées par le chef de l'État. Pour ces notables de l'Est, l'unité nationale demeure le seul rempart efficace contre les velléités de déstabilisation de la République. Suivez. Ce que le chef de l'État dit n'a fait que réconforter, c'est que les VDP ou Wazalendo ont toujours crié depuis des années pour dire que notre armée était infiltrée. Quand on dit notre armée est infiltrée, ce n'est pas une façon de repousser ou de douter de notre armée. Vous savez que Kabila, quand il a quitté le pouvoir, il a miné l'armée. Et c'est comme ça qu'en cherchant à boycotter les élections, il savait déjà que l'armée allait faire un coup fourré. Et le chef de l'État, stratège qu'il est, il s'est basé sur les VDP. Les VDP constituaient l'ossature principale de notre armée. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui que le commandant suprême devait faire l'effet. Le chef de l'État, qui est aussi notre commandant suprême de Wazalendo, a décidé lui-même que la première ligne soit constituée par les VDP. Et nous remercions le président de la République pour avoir une fois de plus encore donné raison au Wazalendo, ce qui nous réconforte. Et nous avons dit, nous ne sommes pas des forces supplétives de qui que ce soit, nous ne sommes pas un groupe armé, nous sommes ce qu'on appelle même aujourd'hui comme la masse, une masse populaire qui ne fait que la résistance. Après le discours du chef de l'État, les fronts s'est requinqués, les Wazalendo se sont encore renforcés pour barrer la route à l'ennemi. Les bavires, on les constate partout. Même l'armée américaine aujourd'hui, qui est la plus puissante armée, la mieux modernisée et organisée, commet des bavires. Mais on ne peut pas, à cause de bavires de une ou deux personnes, dire que tous les Wazalendo sont mauvais. Justement, c'est ça la campagne justement, de l'armée numérique rwandaise qui tend à discréditer les Wazalendo. Les Wazalendo ne sont pas là pour commettre des violations des droits humains. Les Wazalendo font la résistance. La conférence de presse du président de la République tenue le mercredi 6 mai n'a pas laissé indifférents les Quinois dans leur ensemble. Suivez leur avis l'un après l'autre au micro d'Esther Mbombo. Bon, de ce côté-là, moi, je donne raison au président de la République de ce qu'il avait dit, puisque une partie occupée par des mercenaires, des rebelles. Bon, comment les élections vont se passer comme ça? Il faut que nous récupérons la totalité de notre pays et par après, il y aura des élections libres et transparentes. Où avez-vous vu dans une maison les enfants sont malades et vous dites que je dois m'occuper d'abord de ma famille et je laisse mes enfants? Ça ne marche pas. C'est comme le président de la République. L'histoire de la guerre a commencé depuis longtemps et nous l'avons trouvée. Et ça ne se termine pas maintenant au moment où nous sommes. Le président doit d'abord continuer son mandat parce qu'il est en train de lutter contre la guerre. Qu'il continue son mandat jusqu'au 3e. Fachi est comme un envoyé de Dieu. Ce n'est pas qu'il peut directement régler tous les problèmes à la fois. À l'époque de Kabila, ce n'était pas comme ça. Donc il nous demande un 3e mandat, nous allons l'accorder. Chaque avenue, on a prince normal, mais Fachi, on a tellement prince quand même à Bongissa, pour président de la raté que direct à Bongissa, la guerre n'a pas. La sécurité des Congolais à l'étranger s'est invitée lors de la plénière du jeudi à l'Assemblée nationale. Le président de cette institution, Aimé Boji Sangara, a dénoncé les violences contre les Congolais vivant en Afrique du Sud. Cependant, il a annoncé l'envoi imminent d'une mission parlementaire pour évaluer la situation sur place. Images et commentaires.
La question sécuritaire de Congolais vivant à l'étranger s'est invitée au cœur des échanges lors de la séance plénière tenue ce jeudi à l'Assemblée nationale. Présidant les travaux, le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Aimé Boji Songara, a exprimé sa vive préoccupation face aux actes d'insécurité visant les ressortissants congolais établis en Afrique du Sud. La situation des Congolais vivant en Afrique du Sud qui demeure préoccupante au regard des actes de xénophobie, de discrimination et parfois de violence dont certains de nos compatriotes sont victimes. Ces comportements contraires aux valeurs africaines de solidarité et de fraternité portent atteinte à la dignité humaine ainsi qu'aux principes de libre circulation et d'intégration consacrés sur le continent africain. À cet effet, votre bureau a pris l'initiative d'inviter le gouvernement, à travers la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à venir éclairer la lanterne de la représentation nationale au sujet de cette situation préoccupante. Outre les questions sécuritaires, la plénière a été dominée par l'examen de plusieurs textes législatifs majeurs inscrits à l'ordre du jour. Parmi eux figurait la proposition de loi portant création et organisation de la profession d'huissier de justice. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Thiolier Sengekeli, a procédé à la lecture détaillée du texte devant la représentation nationale. Le texte prévoit également l'introduction de nouvelles dispositions complémentaires, notamment les articles 7 bis, 32 bis et 46 bis, ainsi que l'intégration des dispositions finales et abrogatoires jugées nécessaires à une meilleure application de la loi. À l'issue des débats, la proposition de loi a été adoptée à l'unanimité par les députés nationaux avant sa transmission au Sénat pour une seconde lecture. Jeudi 7 mai, le patron de la territoriale, Jacquemin Chabani, a réuni dans les districts de la Tchangou les comités de sécurité de Ndjili, Massina, Sele et Kimbanseke. Lors de cette rencontre, il a exigé la tenue des réunions régulières pour mieux prévenir les menaces qui guettent la capitale. Un accent particulier a été mis sur les attaques de la paroisse Saint-Théophile et de la 23e communauté évangélique au Congo. Commentaire de Nadine Mayumbe. Dans le cadre de son itinérance sécuritaire à travers la capitale, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, de la sécurité et de la décentralisation, Jacquemin Chabani, a présidé une réunion du comité provincial de sécurité élargie aux comités locaux de sécurité de plusieurs communes du district de la Tchangou. La rencontre a réuni les responsables sécuritaires ainsi que les autorités politico-administratives des communes d'Ndjili, Massina, Tsele et Kimbanseke, en présence notamment des bourgmestres, chefs de quartier et chefs de rue. Face à la recrudescence de menaces sécuritaires dans l'est de Kinshasa, les patrons de la sécurité intérieure ont insisté sur la régularité des réunions provinciales et locales des sécurités afin de renforcer les mécanismes de prévention, améliorer la coordination entre services et consolider la gouvernance sécuritaire de proximité. Je ne vous apprends pas que la sécurisation du territoire national ainsi que des personnes et de leurs biens constitue le deuxième pilier du programme d'action du gouvernement qui lui-même traduit la vision de l'autorité suprême du pays. Pour la mise en œuvre de ce deuxième pilier du programme d'action du gouvernement, le gouvernement, par le décret, a mis sur pied la réglementation permettant d'assurer la gouvernance sécuritaire à la base, associant la population dans la solution de l'insécurité et la criminalité. Cette séance de travail a également permis d'évaluer les récentes attaques enregistrées contre la paroisse Saint-Théophile de Kimbanseke, ainsi que la 23e communauté évangélique au Congo. Les curés de la paroisse catholique et les pasteurs de l'église protestante concernés ont pris part aux échanges afin d'exposer les préoccupations des fidèles et les défis sécuritaires auxquels leurs communautés sont confrontées. À l'issue de cette réunion, Chabani a instruit le gouverneur Daniel Bumba de convoquer dès la semaine prochaine une réunion mixte de sécurité regroupant les communes de la Tchangou. Objectif, analyser en profondeur les foyers d'insécurité qui secouent actuellement la partie est de la République et définir des réponses adaptées.
Sous l'œil vigilant de la police nationale congolaise, 13 personnes identifiées comme auteurs du cambriolage à la paroisse Saint-Théophile dans la commune de Kimbaseke ont été présentées après une opération menée depuis quelques jours. Ces arrestations interviennent 5 jours après la visite du commissaire provincial ville de Kinshasa, Israël Kontou, dans ces coins de la capitale. Commentaire par Esther Yamoumé. 13 personnes identifiées comme auteurs du cambriolage et de la profanation de la paroisse Saint-Théophile et de l'église du Christ au Congo de Kimbaseke ont été présentées au public après une opération ciblée de la police menée depuis quelques jours. Sur base des dénonciations faites par l'une d'entre elles, arrêtée en date du 1er mai dernier, la police a réussi à interpeller les 12 autres que les victimes ont identifiés et reconnus comme leurs bourreaux. Il a été arrêté à moins de 100 mètres de ce paroisse. C'est lui qui a été arrêté le premier et a cité aussi certains des autres assaillants qui ont participé et qu'on a arrêté aussi après. La journée du 5 vers 1h du matin, il y a eu encore visite des assaillants qui sont derrière moi. Là-bas, vous allez constater qu'il y a un militaire, un caporal de la 11e région militaire qui est venu sous prétexte de rendre visite à la famille, mais il a participé aussi à l'opération à l'église à l'ECC. Il y a encore derrière moi 2 policiers, l'autre en tenue de la police, mais il n'est pas policier. Ce sont des civils qui sont en train de chercher seulement à nuire la réputation de la police. Ces présumés bandits, pour la plupart munis d'armes blanches, ont été interpellés dans la suite de l'attaque de la paroisse catholique où le curé a été grièvement blessé et plusieurs objets de valeur emportés. Ils avaient également cambriolé la paroisse de l'ECC et plusieurs habitations voisines. Selon les témoignages, la mère d'un de ces bandits arrêtés travaille à la cure. Elle est ainsi soupçonnée d'avoir divulgué certaines informations internes, ce qui a permis à ces groupes d'opérer seulement quelques jours après que le prêtre avait reçu une somme d'argent allouée au fonctionnement de la cure. Ces arrestations sont intervenues 5 jours après la visite, le 2 mai dernier, du commissaire provincial, le commissaire divisionnaire Israël Kontou Bakoulou. Il avait instruit à ses troupes de travailler sans relâche pour mettre la main sur les auteurs de ces actes. Par la même occasion, il avait ordonné l'implantation d'un nouveau poste de police près de la paroisse et la réinstallation de celui détruit lors du décès par noyade d'un Koulouna qui s'était évadé pour se jeter dans la rivière Tsanga. Et dans la nuit du 5 au 6 mai 2026, la ville d'Oicha a connu une attaque attribuée aux rebelles des ADF, causant une vingtaine de morts et plusieurs personnes portées disparues. La société civile appelle donc le gouvernement de la République à mettre en place un dispositif afin de renforcer la sécurité des civils, car ces massacres continuent de s'intensifier et plongent les populations dans la désolation. Écoutez ici Isaac Kasereka Kavalami, président de la société civile d'Oicha, joint au téléphone par votre rédaction. La situation à Oicha est très préoccupante. Elle est caractérisée par la peur, le désespoir et des questionnements au sein de la communauté où nous sommes en train de nous poser des questions si jusqu'à quand cette situation de massacre et de carnage continuera à battre record. Vous savez, dans la nuit du 5 au 6 mai 2026, les ADF ont fait des incursions au sein du secteur de Benimbaou, où plusieurs de la communauté de Oicha cultivent. Une vingtaine de personnes ont été massacrées et plusieurs ont été portées disparues jusqu'à maintenant. C'est un bilan provisoire. Alors que nous étions en train de respirer la calmie qui a permis à ce que les gens cultivent. Et quand nous voulons aller vers la moisson maintenant, nous observons au carnage brusque de la population paisible. Cette situation vient après que la coalition UPDF et FARDC puisse informer à la population qu'ils ont bombardé en de l'Ituri, les positions de l'ennemi, laissant ici, vers le nord Kivu, les portes ouvertes ou bien les chemins ouverts à l'ennemi, tout en sachant que les sentiers des ADF sont bien identifiés, ils passent même dans la même route, le même sentier, le même chemin, où on devrait faire des patrouilles pendant que les FARDC et les UPDF étaient en train de bombarder à l'autre côté. Chose qui n'a pas été faite par notre armée. Et on s'est dit, ça c'est que la planification qui est en train d'exposer la population, tout en sachant que quand on bombarde ses ennemis, ils se rétractent
vers d'autres zones. Je demande alors aux responsables au niveau national de bien contrôler ce qui se passe à l'est, de ce qui se passe à Beni, ce qui se passe à Nituri, parce que ce sont des vies humaines que nous sommes en train de perdre. Destitué puis poursuivi pour de faits présumés des détournements des deniers publics, Papi Matezolo retrouve ainsi son fauteuil des présidents de l'organe délibérant provincial du Congo central. La Cour constitutionnelle a ordonné jeudi 7 mai sa réhabilitation immédiate, relançant ainsi le débat autour de la gouvernance de cette institution provinciale. Ben Israël Lutumba pour les détails. Après un long moment de sa destitution à la tête de l'organe délibérant du Congo central, la Haute Cour s'est penchée sur son cas après une note de satisfaction. Dans une décision rendue jeudi 7 mai, la Cour constitutionnelle a ordonné la réhabilitation immédiate de Papi Matezolo à la tête de l'Assemblée provinciale du Congo central. Saisie en matière de contentieux, la Cour a ainsi annulé les démarches ayant conduit à sa destitution. J'ai eu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 40 AP/S.O du 7 octobre 2025 ayant destitué M. Matezolo Diatezo Papi de ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale du Congo central et le réhabilite dans les dites fonctions. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Cette décision judiciaire intervient pourtant dans un contexte très sensible. L'ancien président déchu reste poursuivi pour des faits présumés de détournement des deniers publics au sein de l'Assemblée provinciale. Un rapport parlementaire adopté en décembre 2025 le mettait notamment en cause dans les accusations de malversation financière, de surfacturation et de mauvaise gestion des ressources des institutions provinciales. Malgré ces poursuites, la Cour constitutionnelle a décidé de les rétablir dans ses fonctions, une décision qui suscite déjà plusieurs réactions dans la classe politique provinciale. Cette réhabilitation ouvre désormais une période d'incertitude au sein de la première institution provinciale, notamment sur l'avenir du pays actuellement en place et les conséquences politiques de cette décision judiciaire. Une nouvelle étape a été franchie dans l'affaire opposant l'auditeur général des FARDC au lieutenant général Philemon Yav Irong. Devant la haute cour militaire, le ministère public a requis la prison à perpétuité contre cet ancien haut responsable militaire poursuivi notamment pour trahison. Encore une fois de plus, Ben Israël Ntumba pour les détails. Le procès du lieutenant-général Philemon Yav Irong connaît un nouveau tournant judiciaire. Lors de l'audience tenue jeudi 7 mai devant la haute cour militaire, le ministère public a requis la condamnation du prévenu à la peine de servitude pénale à perpétuité. Vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant la révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, notamment ces articles 122.6, 149, 153 et 156. Vu le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal militaire congolais tel que modifié à ce jour, spécialement son article 182. Vu le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale tel que modifié à ce jour. Vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire tel que modifié à ce jour. En ces articles 1, 6, 41, 42, 43, 67, 82, 104, 106, 122, 122, 114, vu la loi numéro 024, 2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire en son article 88 alinéa 2. Recueillons qui plaise à l'autre militaire de dire établir en fait et en droit les infractions de trahison et de citation militaire comme des actes contraires au devoir et à la discipline mise à charge du prévenu Yav Irong et de le condamner en conséquence. L'ancien commandant de la 3e zone de défense des FARDC est poursuivi pour trahison ainsi que pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline militaire. Selon l'accusation, les faits reprochés au général Yav seraient suffisamment graves pour justifier la peine maximale. Mais du côté de la défense, les avocats du prévenu dénoncent ce qu'ils qualifient d'aberration judiciaire. Ils soutiennent que le ministère public n'a jamais présenté devant la haute cour les présumés messages compromettants sans
censé constituer la principale preuve à charge. Pour les conseils du général Yave, leurs clients auraient été privés de sa liberté sur base de simples rumeurs sans éléments matériels concrets versés au dossier. Ces procès, suivis de près dans le milieu politico-militaire, pourraient avoir des répercussions importantes au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Changeons de chapitre à présent. Signature à Kinshasa le jeudi 7 mai 2026 du protocole d'accord bilatéral du régime fiscal particulier du projet Pont-Route Rail Kinshasa-Brazzaville par les ministères des Finances de deux pays. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo, le directeur général de la CGT et les points focaux de ces projets pour la RDC. Edouard Chama. Doudou Fouamba, ministre des Finances de la République démocratique du Congo, et Christian Yoka, ministre des Finances de la République du Congo, ont signé à Kinshasa ce jeudi 7 mai 2026 l'accord bilatéral fixant le régime fiscal douanier et des recettes fiscales et non fiscales applicables aux concessions et sous-traitants dans le cadre du projet Pont-Route Rail qui sera très bientôt jeté à Maluku sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde. La cérémonie solennelle qui a vécu à l'hôtel Fleuve Congo a été présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de communication et des enclavements de la RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui avait à ses côtés Jean-Jacques Bouya, vice-premier ministre, ministre chargé de la coordination des infrastructures de développement et de l'aménagement du territoire de la République du Congo, qui a salué l'aboutissement de ce processus. Cet axe est majeur pour le commerce. La pêche et le transport entre les deux rives expriment en réalité la puissance, la stabilité et le trésor de nos deux Congos, des peuples congolais. Impatient d'associer la navigation par des embarcations fluviales, des croisières peut-être, en réalité une économie fluviale, mais à connecter et à créer en réalité une connectivité multimodale par le pont, la route et le rail. Jean-Pierre Bemba Gombo, au nom de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, a tenu à préciser la portée de ce document signé ce jour. Le présent accord fixe de manière claire et unifiée le régime fiscal. Cela concrétise le projet de pont-route-rail en un véritable pont de développement, augmentant la capacité d'échange, facilitant la mobilité des personnes et des biens et renforçant l'intégration régionale. Avec la signature de cet accord fiscal, les groupements des sociétés soumissionnaires présélectionnés ont de quoi finaliser leurs offres. Dans la suite de ce processus, la création de la commission intergouvernementale de la RDC qui devra coordonner les activités du projet Pont-Route Rail et la publication de la demande des propositions. L'ingénieur Gilbert Kapukungindu, directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux pour l'espace Grand Kassai, a effectué une visite d'itinérance sur les sites du futur stade de Kanyoka. Il a notamment constaté que la base vie de l'entreprise DK Services, déjà opérationnelle, le coulage du béton, des propriétés des fondations et l'aplanissement de l'aire des jeux sont des éléments approuvant l'effectivité des travaux de ces stades. Reportage. À Kanyunka, dans les faubourgs de Kanonga, au site choisi pour accueillir le prochain stade de la ville, l'aplanissement de l'aire de jeu réalisé qui donne forme au terrain, la base vie de l'entreprise DK Services opérationnelle, le coulage du béton de propriété pour les fondations qui vient compléter la fouille réalisée avant et dans un coin du site, le démarrage du ferraillage dans l'atelier sont autant de signes qui montrent que les travaux du nouveau stade moderne de Kanonga ont effectivement commencé. C'est sous cette atmosphère de mobilisation générale que l'ingénieur Gilbert Kapukungindu, directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux pour l'espace Kassai, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet que finance le programme sino-congolais, a inspecté ce chantier, commençant par les installations de la base vie de l'entreprise qui exécutera ces travaux. Il a par la suite parcouru les zones où se déroulent les travaux de coulage de béton, l'aplanissement de l'aire de jeu et le démarrage du ferraillage.
À l'issue de sa visite, le directeur provincial s'est montré satisfait. Les premières phases de construction ont bien été entamées et les ouvriers travaillent avec détermination pour respecter les délais, a-t-il déclaré, soulignant l'engagement des équipes techniques trouvées sur terrain. Le futur stade Kanyunka, d'une capacité de 10 000 places, est érigé sur une concession de 12 hectares. Il vise à doter Kananga d'une infrastructure sportive moderne conforme aux standards internationaux. Le contrôle des travaux sera assuré par Tropic Architecture, tandis que l'exécution est confiée à 2K Services sous-traités par Cisco SA. Ce projet s'inscrit dans la dynamique nationale de modernisation des infrastructures sportives, traduisant la volonté du gouvernement de promouvoir le sport comme vecteur de cohésion sociale pour la jeunesse. Après l'effondrement de ponts des Kanzenzé et des Baloula provoqués par des pluies diluviennes sur la RN 39, l'Office des routes a su transformer une situation de crise en véritable chantier de renaissance infrastructurelle. Grâce à son expertise technique, à l'appui des autorités provinciales ainsi qu'au financement du FONER, deux ouvrages modernes et durables émergent aujourd'hui dans la province du Lualaba, redonnant espoir aux populations et renforçant la mobilité sur cet axe stratégique pour le développement économique. Reportage signé par Kant Ilunga. À la suite des pluies diluviennes qui avaient provoqué l'effondrement des ponts Kanzenzé et Baloula sur la RN 39, les populations locales s'étaient retrouvées confrontées à d'énormes difficultés de mobilité. La circulation des personnes et des biens était fortement perturbée sur cet axe stratégique du Lualaba, vital pour les échanges économiques et les désenglèvements de plusieurs entités. Face à cette situation d'urgence, l'Office des routes, avec l'implication des autorités provinciales, avait rapidement réagi en installant des ponts métalliques provisoires afin de rétablir temporairement les trafics et soulager les populations en attendant la construction d'ouvrages définitifs. Aujourd'hui, grâce à l'expertise technique de l'Office des routes, deux gigantesques ponts modernes sont presque achevés et sortent progressivement des terres. Nous sommes ici sur la RN 39, un axe stratégique au cœur de la province du Lualaba où prennent forme les ponts Kanzenzé et Baloula. Des infrastructures essentielles pour la mobilité et la dynamique économique de la région. Sur le terrain, les travaux évoluent à un rythme soutenu. Les équipes techniques sont pleinement mobilisées et les ouvrages sortent progressivement des terres dans le strict respect des normes d'ingénierie. Ces projets s'inscrivent dans la vision de la modernisation des infrastructures portée par la gouverneure Fifi Masuka Saini avec l'appui financier du FONER et la coordination du ministère provincial des infrastructures. Mais au cœur de cette dynamique, c'est l'expertise de l'Office des routes qui se distingue. La direction provinciale, dirigée par Joseph Yambi, assure la conduite technique des travaux avec professionnalisme. Sous l'impulsion du directeur général de l'Office des routes, les professeurs Jano Kikanga Langoy, dont la vision stratégique renforce la performance de l'institution à l'échelle nationale. Sur les sites de Kanzenzé, un ouvrage moderne est en pleine réalisation. Avec une portée de 6 mètres et une largeur de 9 mètres, ce pont est conçu pour répondre aux standards actuels, sécurité et durabilité. L'ambition est encore plus marquée avec un ouvrage d'envergure. Les ponts affichent une portée de 10 mètres et une largeur de 15 mètres avec une capacité de charge estimée à 60 tonnes. Construits sur un axe vital et très fréquentés, ces ponts sont pensés qu'une durée de vie estimée à plus de 60 ans. Une démonstration concrète du professionnalisme de l'Office des routes et de l'engagement de ses dirigeants à offrir des infrastructures modernes au service de la population. Tout autre chose, dans ce journal, à l'occasion de la journée mondiale de la Croix-Rouge, célébrée chaque 8 mai, l'organisation humanitaire a tenu une conférence de presse ce vendredi au fleuve Congo Hotel. Lors de cette rencontre, les responsables de la direction nationale ont tour à tour abordé plusieurs questions liées aux missions et aux actions de la Croix-Rouge RDC dans un contexte marqué par des conflits armés et des catastrophes naturelles. C'est un reportage signé par Hamzat Congolo. À l'occasion de la journée mondiale de la Croix-Rouge célébrée chaque 8 mai, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a placé l'édition 2026 sous le thème « Unis dans l'humanité », un message fort destiné à saluer l'engagement des volontaires humanitaires à travers le monde, particulièrement dans les zones touchées par les conflits et les catastrophes. En République démocratique du Congo, où la crise sécuritaire continue d'affecter plusieurs provinces, la commémoration a pris une dimension particulière. Excite, la tradition marche populaire
capillaire, la direction nationale de l'organisation a préféré organiser une conférence de presse au Fleuve Congo Hotel afin d'échanger directement avec le média sur les défis humanitaires actuels. Devant une salle réunissant journalistes, volontaires et membres de l'organisation, Grégoire Matesso a rappelé que le thème de cette année constitue bien plus qu'un slogan. Ce thème n'est pas qu'un simple slogan. Il est un appel à l'action, une exhortation à la cohésion et un rappel de notre indépendance face aux défis qui nous assaillent. Très préoccupé par la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays, Grégoire Matesso a lancé un appel aussi bien aux autorités gouvernementales qu'aux groupes armés afin de garantir le respect et la sécurité de tout personnel portant l'emblème de la Croix-Rouge. Prenant également la parole, Ariel Kéristin a souligné que les besoins humanitaires en RDC restent extrêmement préoccupants. En République démocratique du Congo, les besoins humanitaires restent très élevés. Les conflits à l'Est continuent de déplacer des millions de personnes. Le choléra et d'autres maladies menacent la santé des communautés. Les inondations et les effets du climat aggravent encore la situation. Face à ces défis, la force de la Croix-Rouge repose sur ses volontaires. À travers ses interventions sur le terrain, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo poursuit sa mission de prévention et de prévention des soulagements des souffrances humaines tout en renforçant la formation au secourisme pour mieux protéger les communautés les plus exposées. Et en sport, la délégation congolaise composée des joueurs et staff technique est arrivée jeudi dans l'après-midi à Casablanca. Les Léopards U17 ont quitté Kinshasa dans la matinée via l'aéroport international d'Ndjili pour le Maroc où ils prendront part à la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité d'Ano Makusu. Les léopards U17 de la République démocratique du Congo ont posé leurs valises sur le sol marocain en marge de la Coupe d'Afrique de la spécialité. Aussitôt arrivés, les poulains du sélectionneur principal Denis Makenga se mettront au travail dès ce soir afin de lancer leur deuxième étape de préparation. Les jeunes léopards ont 5 joueurs pour s'adapter au climat du pays hôte dans le but de bien aborder cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Logés dans le groupe B, aux côtés de la Côte d'Ivoire, le Cameroun et l'Ouganda. La RDC est prête à écrire la suite de son histoire en se qualifiant à la Coupe du Monde de la spécialité et envisager le titre continental. Signalons que la compétition réunit 16 nations et le coup d'envoi sera donné le 13 mai à Rabat avec notamment le match Maroc-Tunisie au stade Prince Moulay El Hassan. Et lors d'une conférence de presse organisée jeudi dernier, les forces armées maliennes ont dénoncé une tentative d'assassinat savamment orchestrée visant le plus haute autorité du pays, notamment le président de la transition, Assimi Goïta. Un acte vivement condamné par ses alliés de l'AES a poussé Burkina Faso à de suspendre l'émission de la chaîne européenne de TV5 Monde. Suivez les détails avec Edouard Chama. À Bamako, un calme précaire régnait depuis les attaques du 25 avril dernier. L'armée malienne est revenue sur ces événements qui ont coûté la vie au général Sadio Camara, considéré comme le numéro 2 du régime militaire. Lors d'une conférence de presse, les forces armées maliennes ont dénoncé une tentative d'assassinat savamment orchestrée visant le plus haute autorité du pays, notamment le président de la transition, Assimi Goïta. Selon l'armée, plusieurs véhicules kamikazes auraient été utilisés au cours de l'opération. Les sous-directeurs des relations publiques des armées, le commandant Djibrila Maïga, affirment que l'un des véhicules visait directement la résidence présidentielle. Le traitement médiatique de cette actualité a conduit les autorités du Burkina Faso à suspendre la diffusion de TV5 Monde. Les conseils supérieurs de la communication accusent la chaîne française de s'être rendue complice d'apologie d'actes terroristes et d'entreprises de déstabilisation des institutions maliennes. Dans les rues de Ouagadougou, certains habitants soutiennent cette décision. D'autres dénoncent ce qu'ils considèrent comme un traitement médiatique condescendant
envers les pays du Sahel. De son côté, Reporters sans frontières a dénoncé une interdiction fondée sur des éléments opaques, estimant que cette décision réduit davantage l'espace informationnel dans le pays. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, plusieurs médias internationaux ont été suspendus, notamment Le Monde, LCI, France 24, RFI, BBC News et Voice of America. Esther Yamoumé était là à la supervision. Héritier Mutombo m'a fait parvenir dans vos maisons. Quant à Jérôme Luzolo, était là pour la prise de vue, mesdames, messieurs. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci à vous tous d'être nombreux devant vos postes et téléviseurs à nous suivre. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.